Salut les gars, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je suis avec un expert d'Etsy et du print on demand, je ne sais pas, George McConnell. Je suis ici pour découvrir son histoire. Je suis ravi de t'avoir ici. Merci d'être là, George. Oh, merci de m'avoir invité. Je l'apprécie. Oui, merci. Merci de me laisser réagir à ta vidéo YouTube sur les 15 choses que les gourous ne vous disent pas. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais excité de voir, premièrement, que j'étais dans ta vidéo et deuxièmement, que nous avons des goûts similaires pour les étagères en arrière-plan. Moi. Juste là. Oui, je sais. Eh bien, le truc drôle, c'est que je ne savais même pas ça. Donc, quand j'enregistre une vidéo et que je la filme, je vais sur YouTube, je tape un mot-clé au hasard, je prends une capture d'écran et c'est tout. Donc, le fait que tu sois dans cette image n'était pas du tout prévu. Personne dans cette image n'était prévu du tout. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, quand tu as mis pause et arrêté, j'étais comme, oh mon Dieu, il est là-dedans. Oh non, non. C'était drôle, mec. Et c'était une bonne vidéo. Genre, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé que le contenu était génial. J'adore découvrir les histoires des gens. Avant que nous entrions dans le vif du sujet sur comment tu peux aider quiconque regarde à augmenter ses ventes sur Etsy, j'aimerais juste savoir comment tu as commencé, peut-être avec le commerce électronique en général. Je ne sais pas non plus, genre, es-tu un gars du print on demand maintenant? Peut-être que tu ne l'étais pas dans le passé. Quoi que tu fasses, j'aimerais en savoir plus. Oui. Donc, j'ai commencé le print on demand il y a environ 3 ans maintenant. J'ai commencé en tant que vendeur physique. Euh, Mon parcours est que j'ai travaillé pour Samsung pendant bien plus de 10 ans. Puis, je suis allé chez Sharp et pratiquement tout mon temps là-bas a été consacré à apprendre les stratégies sur la façon dont les consommateurs achètent, donc comment ils achètent en ligne, comment ils procèdent, comment nous les guidons, toute la structure marketing autour de cela. J'ai toujours vendu des choses depuis que j'étais en troisième année. Et j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc je lançais toujours différentes entreprises. Et cela ne m'a pas arrêté, même à ce moment-là, même en ayant, vous savez, ces emplois en entreprise. Et en 2019, enfin 2018, à la fin de celle-ci, 2019, et c'est l'année où je l'ai officiellement lancé. J'ai décidé de me lancer sur Etsy et vous savez, d'y mettre du cuir, ce qui était une entreprise physique. Et ça a commencé à se vendre comme des petits pains et à décoller. En 6 mois, vous savez, j'ai remplacé tout mon revenu pour l'année entière. Donc, j'ai pu quitter mon emploi et faire cela à plein temps. Et puis, vous savez, j'ai surfé sur cette vague. Et j'ai vendu cette entreprise, en fait, l'année dernière. Et j'ai encore des entreprises pod. J'en ai 5 en ce moment même. Donc, vous savez, tout se passe plutôt bien dans vous savez, ce domaine. Mais cela a demandé un peu de travail. Ce n'était pas facile. Mais c'était amusant, vous savez. C'est toujours amusant chaque jour. Je me réveille chaque jour, vous savez, heureux de ne pas avoir à aller à un 9 à 5. Je peux sortir en jogging et juste sauter devant mon ordinateur au lieu de mettre un costume. Je me sens gâté que j'ai arrêté de travailler mon 9 à 5 en février 2020. Donc, c'est comme si je me sens parfois gâté d'être tellement habitué à cette vie maintenant. Et je me souviens, mec, sans blague, j'étais tellement sérieuse, je le traitais dans mon esprit. Je me disais, c'est comme la vie ou la mort, tu dois trouver un moyen de t'en sortir, tu sais, même si ce n'était jamais vraiment aussi sérieux. Mais c'était comme la gravité dans mon esprit. Et de nos jours, je me lève du lit quand je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme, je travaille toujours dur, mais tu sais, ce n'est pas la même urgence, je suppose, ou l'inconfort de mettre un costume, comme tu l'as dit. Ouais. La seule chose qui me manque, c'est, tu sais, évidemment, les gens. J'ai des employés, il m'en reste encore 2. J'en avais 5 à l'époque où j'avais l'entreprise physique. Mais c'est une chose qui me manque, tu sais, avoir des gens autour dans un environnement d'entreprise. C'est comme s'ils devenaient une famille. Et maintenant, c'est comme si j'étais tout seul toute la journée. C'est la seule partie ennuyeuse, tu sais, mais la vie d'entreprise en elle-même ne me manque pas du tout. Des gens qui crient sur vous, vous disant ce que vous devriez faire alors que vous savez ce qu'il faut vraiment faire, mais ils vous disent de faire quelque chose de complètement différent qui, vous le savez, ne va pas fonctionner. Alors, ne me lance pas là-dessus, mec. La petite entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant environ 5 ans avant de partir, oui, c'était comme une famille, mais comme chaque. Elle s'est comme agrandie et rétrécie. Comme si l'entreprise était devenue trop agressive. C'est arrivé à un point où c'était comme, nous avons grandi, plus que doublé quand j'ai rejoint. Et puis nous sommes revenus à la case départ et j'étais comme, oui, c'est écrit sur le mur. Eh bien, c'est la grande chose, c'est que là où je regarderai toujours Samsung, c'est qu'ils ont vraiment formé qui je suis parce que j'ai commencé avec eux en 2006. À l'époque, ils étaient seulement connus pour les téléphones portables et c'est l'année où ils ont pris le relais pour les téléviseurs. Donc, j'ai pu les voir s'étendre en tant qu'entreprise et passer de rien à ce qu'ils sont maintenant, vous savez, et être impliqué dans tout cela. Je veux dire, j'ai aidé à lancer leurs tablettes, j'ai aidé à lancer des téléviseurs, j'ai aidé à lancer des centres d'appel et tout ce qui était disponible, vous savez, même leurs applications sur leur téléviseur,
Tout ce dans quoi j'ai eu cette perspicacité m'a permis, vous savez, de construire les entreprises que j'ai aujourd'hui, ce qui est incroyable. Donc, je ne retirerai jamais cela. Je souhaite juste, vous savez, que certaines choses soient un peu différentes dans cet environnement d'entreprise. Comme vous l'avez dit, vous savez, vous y allez, ils sont comme à 100 miles à l'heure. Il n'y a pas d'entre-deux, vous savez. Et si vous faites quelque chose de mal, ils s'en moquent. Bref, ils veulent juste que vous continuiez, même si vous savez que ça va échouer. Êtes-vous le gars responsable de Bixby? Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelait, ce bouton sur le téléphone Samsung? Non, non. Je détestais ça. J'ai fait SVPN sur leur téléviseur. Donc, c'était pour vous apprendre à utiliser réellement n'importe quel type d'appareil. Nous l'avions sur tous les téléphones, tous les ordinateurs, toutes les tablettes. C'était une application sur laquelle vous cliquiez et elle vous indiquait tout le support pour, vous savez, comment utiliser vos appareils. Et en plus de cela, j'ai été le premier à faire beaucoup de choses. Nous étions en fait la première entreprise à faire un direct et j'étais la personne qui l'a fait pour eux. Et en direct, je disais, oh oui, nous faisons un direct. Et j'avais la caméra comme ça et je l'ai laissé tomber et tout s'est éteint et tout le monde a été déconnecté. Certainement pas. Donc oui, c'était assez fou. J'essayais de me dépêcher de revenir en ligne. Il disait, ce type est horrible. C'est hilarant, mec. Donc, puis-je demander, tu n'es pas la première personne que je connais qui avait une entreprise Etsy. Ah, non, impression à la demande qui a fait la transition. Peut-être que tu ne l'as pas fait. D'accord, je ne dis pas transition parce que tu faisais les deux en parallèle. À un moment donné, puis-je demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'impression à la demande? Et je connais d'autres personnes qui ont aussi un peu fait la transition du physique à tout en impression à la demande sur Etsy. Donc, tout ce que tu pourrais partager en termes d'aperçu à ce sujet. Donc, tu sais, l'entreprise physique, c'est très coûteux. Cela coûte beaucoup d'argent d'avoir ce genre de, tu sais, inventaire. J'avais 3 entrepôts à mon, tu sais, apogée, ce qui me coûtait 10 000 $ par mois, rien que pour avoir les entrepôts. En plus de cela, je dépensais, tu sais, 30, 40, 50 000 en inventaire. Pendant Noël, ce serait comme juste avant Noël, environ 50 000 $ en inventaire. Donc, avoir tout ça, tu sais, et que tout ne se vende pas, et que tu gaspilles de l'argent, c'est ce qui m'a poussé à chercher des alternatives. Et puis, cela remonte à, tu sais, 2021, 2022, quand j'ai commencé à découvrir l'impression à la demande. Maintenant, je sais que beaucoup de vendeurs de pods s'y sont mis en 2019, 2020 et 20. Et ils ont vraiment décollé. Malheureusement, j'ai raté ce boom. Mais j'ai quand même pu utiliser ce que j'avais, les connaissances que j'avais et celles que j'ai acquises au fil des ans pour m'étendre dans ces domaines. Et je ne me concentre que sur 3 niches. Et ces niches sont les bébés, les mariages et les anniversaires. Et c'est parce qu'ils sont toujours disponibles. Et il y a toujours un mariage qui va avoir lieu. Et il y a toujours un bébé qui naît ou un anniversaire. Donc, je n'ai pas cet effet de montagne russe. Et cela me permet de vendre continuellement des produits à ces personnes. Mais alors que mon entreprise physique, c'était plus un fournisseur d'artisanat, donc cela fluctue en fonction de la personne qui fabrique les objets artisanaux. Vont-ils réussir? Gagnent-ils de l'argent ou non? Donc, avoir un stock qui reste là était quelque chose que je ne voulais plus voir arriver. C'était juste très chronophage. Beaucoup d'heures, beaucoup de temps dans l'entrepôt, des choses comme ça. Oui, je n'ai jamais eu à gérer mon propre entrepôt ou quelque chose de ce genre. J'ai fait Amazon FBA et ensuite j'ai découvert l'impression à la demande en parallèle. Mais j'ai aussi eu mes propres expériences d'apprentissage. Je les appelle des expériences d'apprentissage au lieu d'échecs. Non, oui, hein, oui. Comme la première fois que j'ai lancé un produit saisonnier et que je ne l'ai pas écoulé à temps. Et Amazon vous détruit littéralement avec les frais d'entreposage. Les gens ne savent pas cela, mais c'est comme si vous gardiez un tas de stock dans leur entrepôt en décembre. Vous allez payer très cher. Et oui, j'ai ressenti cette douleur auparavant. Non, je suis en fait allé chez A3PL. J'ai vendu sur Amazon pendant un petit moment, mais je suis allé chez un 3PL pour essayer d'obtenir des entrepôts. Et oui, pendant les vacances, ils augmentent les prix, ce qui est intéressant. Et puis, ils les baissent à nouveau. Donc, je peux vraiment comprendre ta douleur à ce sujet, mais c'est toujours moins cher que d'avoir réellement des entrepôts parce que c'était vraiment très coûteux. Vous savez, quelque chose tombe en panne, comme la climatisation qui tombe en panne, et je veux dire, vous triplez le montant que vous devez payer juste pour la climatisation. Donc, Mec, c'est drôle. Nous avons une salle de sport à domicile dans cette nouvelle maison dans laquelle nous avons emménagé récemment. Et c'est comme si j'achetais du matériel de gym et nous marchons par hasard vers comme l'endroit où se trouve le matériel de gym dans comme un entrepôt partagé. Et il n'y a pas de climatisation. C'est comme un atelier de misère.
Mec, je me sentais tellement mal. Et nous avons passé devant, donc SwiftPod. Je me dis, attends une seconde. Retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière. Je regarde à l'intérieur et c'est SwiftPod. C'est comme l'un de leurs, comme principaux centres aux États-Unis. Et c'est aussi un samedi d'ailleurs. Et ils sont juste en train de fonctionner. Donc, tu es passé à Pod, d'accord? Comme maintenant, tu fais ça, je pense, à plein temps. Tu as dit, tu t'es débarrassé du physique. Oui, j'ai vendu mon entreprise. Comment s'est passée la transition? Comme cette C'est mien. Je veux dire, je me suis débarrassé du plus grand entrepôt. Le plus grand faisait 6500 pieds carrés, donc je m'en suis débarrassé. Il ne m'en reste qu'un où mes 2 employés travaillent maintenant pour que je n'ai pas vous savez, j'ai toujours un endroit pour qu'ils puissent, vous savez, travailler et répondre aux clients et s'assurer que tout est bien rempli et des choses comme ça. Mais c'est tellement plus facile parce que je peux rester à la maison. Je n'ai rien à faire. Vous savez, c'est juste, j'aime cet aspect. Cependant, ne pas avoir le produit physique, je commande toujours tous les échantillons. Donc, quand je fais la transition vers quelque chose ou que je lance quelque chose, je commande les échantillons, je prends moi-même les photos. J'aime l'avoir pour le ressenti. Vous savez, je veux sentir ce produit dans ma main avant de le lancer réellement. C'est peut-être parce que je viens de la vente physique, mais vous savez, c'est la seule différence. Je n'ai pas besoin d'en avoir des tonnes, ce qui est incroyable. Je n'ai pas à les voir être jetés à la poubelle ou les radier comme rebutés. Vous savez, j'ai tellement de photos de combien? J'ai genre 50 000 photos de moi lançant cette entreprise et de combien d'inventaires vous devez vous débarrasser. Et c'est juste triste parce que vous devez acheter en gros quand vous êtes une entreprise physique, sinon vous ne ferez pas d'argent. Et quand vous achetez, vous savez, des milliers de mètres de tissu, je veux dire, si vous ne le vendez pas, vous ne le vendez pas, que devez-vous faire? Vous devez le mettre au lot rebut pour essayer de récupérer un peu d'argent à la fin de l'année. Et c'est une chose horrible à faire. Oh pote, vous n'avez pas à faire ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est simplement supprimer l'annonce et en lancer une nouvelle. Nous sommes gâtés, mec. Nous sommes vraiment gâtés. Mais je voulais dire que j'apprécie votre transparence parce que même en entrant dans ces détails, je suis aussi du genre à trop partager. Mais j'apprécie ça. Quand je demande aux gens, par exemple, les origines de leur entreprise, dans mon parcours entrepreneurial, quand je n'étais peut-être pas encore réussi, j'ai toujours envie de connaître les histoires des gens. Et même quand tu dis, par exemple, que tu es dans 3 niches, tu nous donnes les 3 niches. Ouais, ça m'aide juste. Ou comme le fait que tu aimes commander des échantillons et des choses comme ça et que cela fasse plus partie de ton flux de travail. Je pense que c'est le genre de choses qui, par exemple, résonnent avec moi et, espérons-le, avec certains des spectateurs aussi. Ouais. Au lieu que quelqu'un dise juste, hey, j'ai des t-shirts, genre, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu as sur le t-shirt? Tu sais, aussi juste pour que tout le monde sache la raison pour laquelle je suis dans ces niches, pas seulement parce que, tu sais, premièrement, elles se produisent toujours tout au long de l'année, mais aussi, deuxièmement, ce sont les choses les plus faciles à cibler avec Facebook. Donc, je fais des publicités Facebook à fond et à cause de cela, je peux cibler des personnes qui ont un anniversaire qui approche ou qui ont un ami qui connaît un ami qui a un anniversaire qui approche ou quelqu'un qui vient de déménager, quelqu'un qui va se marier, quelqu'un qui vient de se marier, quelqu'un qui vient d'avoir un bébé. Et même par la tranche d'âge de ce bébé, je veux dire, Facebook en sait tellement sur nous que cela me permet de cibler ce, vous savez, acheteur ou ce donneur de cadeaux. Tellement mieux que, vous savez, en utilisant, disons, comme les publicités Etsy. Donc, quand vous faites cela, vous dirigez le trafic vers Shopify. Non, je le dirige directement vers Etsy. Oui, parfois j'ai des comptes Shopify, mais ils ne rapportent pas autant que ceux d'Etsy. Je pense que sur Etsy, quand c'est dirigé vers Etsy, ils se disent, d'accord, eh bien, c'est une entreprise établie. Donc, si cette personne s'enfuit avec mon argent, je pourrais toujours contacter Etsy et le récupérer. Alors que sur Shopify, ils misent un peu sur vous en espérant que vous n'êtes pas un escroc, vous savez. Donc, je pense que j'obtiens plus de ventes via Etsy que lorsque je les dirige vers mes propres sites web individuels. Cool. J'apprécie cet éclairage. C'est rare de voir des gens faire ça ou en général de voir des gens juste faire des publicités sur Facebook. Je veux dire, pour moi, je parle encore à certains, monsieur. Les gens de Shopify Pod, mais pour la plupart, je parle de comme l'approche standard de ne pas faire ça, de ne pas tout faire dans le cadre d'Etsy, comme une boucle fermée. Oui, ce que j'ai remarqué sur Etsy, si vous ne réalisez pas de vente, c'est un gros problème. Donc, en tant que nouveau vendeur, ils poussent des publicités et ils essaient d'obtenir des publicités, vous savez, d'être vus au moins. Mais Etsy est une entreprise tout comme nous voulons tous de l'argent, n'est-ce pas? Si vous ne leur rapportez pas, ils ne vont pas vous promouvoir. Le premier jour, ils commencent à vous promouvoir et vous exposent à 1000 personnes. Si vous ne gagnez pas d'argent, ils ne le feront pas demain.
Donc, ils vont vous exposer à 800. Puis le jour suivant, vous ne leur faites pas gagner d'argent. Maintenant, vous allez être exposé à 600 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous n'ayez littéralement plus de vues. Et c'est simplement parce que votre annonce n'était pas bonne, elle n'était pas optimisée ou vous savez, elle n'était pas destinée au public auquel vous étiez censé l'envoyer. Donc, vous ne leur ferez pas gagner d'argent, ils ne vont pas vous promouvoir. Et c'est, vous savez, pareil avec Facebook. Je veux dire, ils vont dépenser cet argent quoi qu'il arrive. Vous leur dites que vous allez dépenser 1 000 $, ils dépenseront ces 1 000 $ dans la journée. Mais au moins, vous savez que vous pouvez cibler exactement qui vous voulez cibler au lieu de vous fier uniquement à vos mots-clés et à votre design. Oui, c'est un aperçu vraiment précieux. Et je pense que pour la plupart des gens qui regardent probablement comme ils ne sont pas proches de, laissez-moi considérer, les sources de trafic externes. Donc, cela vous dérange-t-il de revenir aux fondamentaux que vous pourriez vouloir partager avec le vendeur moyen d'Etsy qui regarde ceci? Et je veux dire, je pense qu'il est généralement préférable de parler de là où, selon votre expérience personnelle, je sais que vous avez une chaîne YouTube que je vais lier et une école que je vais lier dans la description. Mais là où vous voyez que la plupart des gens ont le plus besoin d'aide serait génial. Donc, la première chose avant les publicités, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos savent que je vous dis, dès le début, vos designs sont nuls. Et quand ils entendent ça, ils sont très offensés. Et je vais vous dire tout de suite, mes designs, quand j'ai commencé, ils étaient horribles. Donc, c'est juste une courbe d'apprentissage. Vous devez apprendre. Mais avec les gens qui utilisent l'IA, leurs designs se sont empirés parce qu'ils y vont, ils tapent, vous savez, chat avec un chapeau. Et puis ils se le mettent sur un t-shirt et s'attendent à ce que ça se vende. Et ça ne va pas marcher. Je suis d'accord à 100% d'ailleurs. Je devais intervenir. Désolé de vous interrompre tout le temps. Et tout le monde se fâche contre moi pour dire ça. Mais la première chose que je dis, c'est, eh bien, possédez-vous l'un de vos propres produits. Si vous ne possédez aucun de vos propres produits, pourquoi vous attendez-vous à ce que quelqu'un d'autre le fasse? Vous savez, et c'est la chose la plus importante, c'est que votre design doit vraiment résonner avec le public. La deuxième chose est de savoir qui est votre public. Vous devez vous assurer que vous ciblez ce public spécifique. Si vous pouvez vous concentrer sur qui vous êtes, eux, à qui vous vendez, ce groupe démographique, vous pouvez gagner une somme d'argent incroyable, car maintenant vous savez ce qu'ils veulent, vous savez ce qu'ils achètent et vous concevez uniquement pour eux. Une fois que vous faites cela, diffuser des publicités devient plus facile parce que maintenant vous connaissez leur tranche d'âge, le groupe démographique, vous savez exactement ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Vous pouvez cibler, comme je l'ai dit, les bébés. Si vous ciblez un bébé, vous pouvez cibler quelqu'un qui, vous savez, est enceinte et sur le point d'avoir un bébé ou qui vient d'avoir un bébé ou qui a eu un bébé et qui a, vous savez, 2, 3 ans ou quelqu'un qui offre des cadeaux à quelqu'un qui vient d'avoir un bébé. Vous savez, il y a beaucoup de choix possibles avec ces publicités Facebook et vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Vous pouvez dépenser aussi peu que 5 $ par jour, et c'est tout. Vous savez, vous n'avez pas besoin de devenir fou juste pour obtenir un peu de visibilité sur votre annonce. Et puis, une fois que vous commencez à obtenir de la visibilité, Etsy le remarquera, commencera à le promouvoir, vous obtiendrez quelques ventes, et ensuite, ils commenceront à vous promouvoir de manière organique. Donc, tout est question de, vous savez, comprendre votre audience, vous savez, raisonner avec elle, créer des designs pour elle, et ensuite cibler uniquement cette audience. Tout tourne autour de la connaissance de l'audience. Mec, tu me fais tourner la tête. Parce que c'est comme en tant que coach ou en tant que quelqu'un qui comme a coaché beaucoup de gens, vous savez comment, comme je pourrais dire, ouais, vendez juste n'importe quoi que les gens achètent. Et c'est comme, techniquement, c'est un conseil qui n'est pas terrible. Mais comme quand tu dis, hey, je vends dans 3 niches, je me dis, devrais-je juste dire aux gens de vendre dans 3 niches? Parce que, comme tu vois, c'est ce que je veux dire, ça ne fait vraiment aucune différence tant que les niches sont viables. Mais en même temps, si tu dis de limiter à 3 en termes de portée, ça probablement. Si nous pouvions faire un test AB avec 1 million de personnes divisé par 2, je parie que les gens à qui nous disons de choisir 3 seraient plus réussis. Eh bien, le truc aussi, c'est que ce sont chacun des magasins individuels. D'accord? Oui, chacun est un magasin individuel, ce qui signifie que, donc, quand quelqu'un va à un mariage, il verra des choses pour enterrement de vie de jeune fille, de garçon ou de mariage. Et c'est tout ce qu'il verra. Donc, quand ils cliquent sur mon magasin, ils ne verront pas des choses pour bébé, ils ne verront pas des choses pour anniversaire, ce qui les garde dans mon magasin. Et comme vous le savez, en ayant, par exemple, des sites web externes, c'est un taux de rebond, vous savez, les garder là-dedans. Vous ne voulez pas qu'ils rebondissent. Etsy préfère cela aussi. Si le parcours et aime toutes vos affaires, vous allez être promu organiquement davantage. Donc, je garde chaque niche individuelle et c'est important. Et cela aide aussi avec votre SEO parce que le SEO qui s'adresse à ce client et vos tags pour ce client sont complètement différents de cela. Donc, vous savez, beaucoup de gens veulent tout mettre dans un seul magasin et avoir un magasin général. Et si vous prenez un magasin général, ce que j'avais au début, et de cela, vous savez, seulement 15% des produits se vendaient.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les autres 85 et je m'en suis débarrassé. Je les ai simplement supprimés. Eh bien, je les ai archivés, mais je les ai supprimés. Et à partir de là, j'ai doublé mes ventes. Et c'est parce qu'il y avait beaucoup moins de pages à parcourir pour les gens. Il n'y avait que les meilleures ventes que les gens voulaient et c'était exactement ce qu'ils cherchaient. Donc, vous savez, l'importance majeure, c'est pourquoi vous savez comprendre qui est votre client et ensuite ne montrer que des choses pour le client. Alors que c'est différent avec Shopify. Vous pouvez concevoir un site web comme vous le souhaitez. Avec Etsy, vous êtes un peu structuré sur la façon dont cela va être affiché et vous ne pouvez rien faire. Vous savez, même en ayant ces petites sections dans le coin, ils disent, oh, eh bien, vous pouvez avoir différentes catégories. Eh bien, la plupart des gens font leurs achats en utilisant l'application et dès que vous faites défiler une fois, les catégories disparaissent, donc personne ne va les revoir. Donc, cela n'a pas d'importance. Et avoir des choses qui sont uniquement pour cette personne ou pour celui qui cherche un cadeau pour cette personne est important. Oui, c'est vraiment précieux. J'apprécie que tu partages ces choses parce que tu sais, je suis coupable de ce que j'appelle ma méthode à la Ryan, qui est vraiment de faire le travail à un haut niveau une fois et ensuite, au minimum, dans mon esprit, je me dis, eh bien, tu devrais le diffuser sur d'autres plateformes. Comme, tu sais, ce n'est pas que tu dois passer 1 heure à créer une annonce sur Amazon comme tu le ferais sur Etsy, tu sais, pour le faire à un haut niveau sur Etsy. Mais en fait, je fais un peu l'inverse. Je regarde Amazon et je le pousse simplement vers Etsy et c'est comme, au minimum, je ferais juste le modèle par défaut avec fond blanc. C'est comme au minimum parce qu'au moins, cela peut être acheté là-bas. Mais je ne le fais certainement pas. Je suis bien conscient que ce n'est pas l'approche optimale pour établir une présence sur Etsy. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aime vraiment. Excusez-moi, cela aide quand même parce que beaucoup de gens recherchent la perfection. Et si tu attends la perfection, alors tu n'iras jamais nulle part tant que tu ne le mets pas en ligne. Parce qu'une fois que tu l'as mis en ligne, comme tu l'as dit, juste un fond blanc, c'est comme, d'accord, eh bien, au moins c'est en ligne. À partir de là, ton esprit va commencer à y penser et se dire, tu sais quoi, je dois améliorer cette annonce. Et puis tu vas y retourner et l'améliorer. Mais au moins, c'est déjà en ligne. Sinon, si tu commences avec l'idée de, oh, je dois le rendre parfait avant de le lancer, il ne sera jamais lancé. Oui. Et es-tu d'accord, comme peut-être qu'on attend une vente et ensuite on se dit, oh, d'accord, ça s'est vendu. Si je veux l'optimiser davantage, c'est plus justifié que je passe du temps dessus. Parfois, je fais ça. Oui, ça dépend, ça dépend du produit lui-même ou de ce que tu vises. Tu ne peux pas forcément faire une vente sur des choses sur Etsy au moins parce que ça peut ne pas être optimisé. Tu sais, comme je suppose que ça revient à l'IA et aux gens qui pensent, hey, je pourrais juste faire un chat avec un chapeau et le mettre sur un t-shirt et je vais gagner des millions. Et ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, combien de personnes vois-tu se promener avec un chat avec un chapeau? Tu sais, j'allais dire que j'ai vu sur Amazon Merch comme j'ai vu un gars avec genre un compte de niveau 10 000, ce qui est comme c'est précieux. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Il est difficile de ne pas atteindre un certain niveau de succès avec Amazon Merch parce qu'on a presque l'impression qu'il te donne des ventes de manière algorithmique. C'est bizarre, mais genre, je te jure, beaucoup de gens ressentent un peu ça quand ils y sont depuis longtemps. Et genre, ce type ne gagnait pas genre d'argent. Et chaque t-shirt qu'il me montrait, ses designs étaient exactement les mêmes que ceux que tu viens de décrire et genre pas de texte. Et au moins, dans mon esprit, c'est comme si tu as du texte, alors tu peux au moins mettre le texte qui est sur le t-shirt dans le titre et tu as une certaine chance de genre correspondre à l'attente. Tout était juste un graphique et c'était comme 10 000 tous au maximum et il y avait genre presque pas de vente. Et j'étais juste, mon esprit était époustouflé parce que je ne savais pas que tu pouvais genre ne faire aucune vente sur Amazon Merch à ce niveau. Tu sais, ce que je dis toujours, j'aime toujours dire, regarde-ton. Pense à toi comme si tu étais à Times Square, n'est-ce pas? Tu sors à Times Square en tenant une pancarte et tu ne la tiens pas en l'air, tu la tiens juste vers le bas. Combien de personnes te regardent? Personne. Maintenant, tu prends cette pancarte, tu la lèves au-dessus de ta tête, elle est levée au-dessus de ta tête, il y a des gens qui te regardent. Voilà ton design. Et maintenant, ton design résonne avec les gens. Maintenant que les gens le regardent, maintenant, monte sur une échelle et commence à crier à propos de ton design. Maintenant, combien de personnes te regardent? Ce sont des publicités. Donc, si tu le vois de cette façon, tu te promènes avec ce design pourri sur le devant de ton t-shirt, tu sais, comme ça, personne ne le regarde parce qu'il est nul. Personne ne va se souvenir de toi, mais dès que tu commences à le lever, tout le monde se souvient de toi et ils se souviennent de ce design. Mais maintenant, tu dois te mettre devant tout le monde. Mais d'abord, l'important est d'avoir ce design qu'ils veulent vraiment regarder
As-tu des conseils de haut niveau que tu aimerais partager pour le design? Tu n'as pas besoin de partager ton écran et de faire un design pour nous, mais je veux dire, s'il y a une vidéo que tu veux mentionner sur ta chaîne, je peux aussi mettre un lien direct vers celle-ci. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus. J'en ai fait une qui s'appelle Best Sellers, comment avoir des best-sellers et comment créer plusieurs best-sellers. Je vais t'envoyer un lien pour ça. J'ai montré là-dedans un ancien design que je faisais pour l'art mural et ce design ne résonne plus avec les consommateurs, du moins. On ne sait jamais. Pensez que les tendances reviennent, n'est-ce pas? Alors, et si quelqu'un veut le mettre dans son magasin et que ça revient, allez-y. Mais je montre comment j'ai pris ce design pour l'art mural et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement reproduit encore et c'est comme ça que j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est, vous savez, une fois que vous comprenez que c'est le style et c'est ce que tout le monde doit comprendre. Ce n'est pas tant le design que le style du design. Donc, une fois que vous avez cela, voici le style, vous pouvez changer la police, vous pouvez changer la couleur et vous pouvez changer l'image. Vous ne changez pas le contour de ce à quoi cela ressemble. Vous savez, comme vous l'avez dit, avec une image, avec un texte dessus, si cela résonnait avec ce public, alors tout ce que vous auriez à faire serait de changer cette image et de changer le texte. Et tant de gens ont fait cela. Je pense qu'il y a une entreprise que tout le monde pousse, elle s'appelle comme Silly City ou quelque chose comme ça. Et tous leurs designs sont les mêmes. C'est juste une image au milieu et du texte en haut et en bas. Et c'est ça, c'est parce que le style est ce que les gens achètent et ensuite ils changent juste les différentes choses. Donc, c'est, vous savez, parce que beaucoup de gens ratent, ils pensent qu'ils ont besoin de ce design extravagant qui va être, vous savez, un facteur wow qui va leur rapporter des millions de dollars, alors qu'en réalité, c'est juste ce style qui a résonné avec ce public. Ne pensez-vous pas qu'Etsy est un peu comme dirigé par certains styles? Comme plus de choses, vous savez, comme maman et tout ça. Et c'est là que vous voyez tant de vidéos YouTube disant faites ce design avec maman et vous allez gagner tout cet argent. Et en réalité, vous n'allez pas le faire parce que vous êtes en concurrence avec des gens comme moi qui ont une entreprise établie et qui dépensent, vous savez, des centaines de milliers de dollars par an en marketing. Vous n'allez pas nous concurrencer, mais vous pouvez toujours en profiter en trouvant une autre façon d'avoir un t-shirt maman. Vous savez, vous ne pouvez pas copier ce style. Vous ne pouvez pas copier ce qu'ils font parce que vous n'allez jamais raisonner avec leur public et vous n'allez jamais prendre leur public. Oui, 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 oui. Il y a toujours le côté réaliste aussi. Comme c'est facile de faire une vidéo YouTube. C'est difficile de genre réussir à vendre les trucs de maman. Par exemple, j'ai eu une personne que j'ai montré dans une de mes vidéos qui a contacté une énorme boutique Etsy. Et je ne le nommerai pas, mais je veux dire, je l'ai déjà nommé par le passé. Et c'est comme s'ils m'avaient littéralement expliqué leur fonctionnement. Et c'était comme plus de 20 employés dans genre un entrepôt qui doit constamment s'agrandir. Et je suis presque sûr que l'étendue était juste Etsy. Et c'était principalement pour vendre les genres grandes lettres, vous savez, pas comme l'impression à la demande, mais là où c'est repassé, je pense. Ou, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vraiment fait. Ouais. Des employés. C'est fou. Le maximum que j'ai jamais eu, c'était 5 employés et c'était pendant le Black Friday. Nous devions vraiment le faire. Ils sont restés sur place. J'avais des photos que j'ai postées dans une de mes vidéos de restant sur place avec des lits que nous avons installés parce que j'avais plusieurs pièces. Ce n'était pas comme s'ils dormaient et ils ont fait ça exprès. Pour ceux qui viennent des ressources humaines, ils ont fait ça exprès. Je n'étais pas là. Ils ont dormi sur place et je les ai payés. Mais vous savez, j'avais 5 employés qui travaillaient toute la nuit juste pour ce Black Friday. Et je pense que c'était en 2020, 2022. C'était une quantité folle de commandes que nous avons reçues à ce moment-là. Mais oui, 20 employés. Je ne peux même pas imaginer autant de personnes courir partout pour essayer de gérer ça. Gérer 5 employés était déjà suffisant pour moi. Ah oui, oui, oui. C'était peut-être pendant la période des fêtes quand ils me l'ont dit. Mais oui, juste, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment personnellement, mais je félicite tous ceux qui l'ont déjà fait. Non, oui, définitivement. Je veux dire, je sais comment c'est. Surtout, il faut garder tout le monde heureux. Donc, vous savez, c'est le principal. Et garder 20 employés heureux, c'est un peu difficile. Je veux dire, garder 5 heureux était déjà difficile parfois. Vous savez, si quelque chose se passait mal, je devais essayer de régler ça immédiatement avant. Vous savez, toutes sortes de plaintes. Et j'étais pratiquement mon propre service des ressources humaines. Donc, ça rendait les choses encore pires. Donc, vous avez une histoire intéressante en termes de personnes avec qui j'ai pu parler et réseauter. Je suis vraiment intéressé si cela ne vous dérange pas de changer de sujet. C'est comme, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Peut-être pour vous, à l'horizon, juste par curiosité. Je suis sûr que vous êtes excité, comme vous êtes un entrepreneur en série. Oui, je veux vraiment, je veux enseigner aux gens
Donc, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, ce n'était pas juste au hasard. Je me suis promis qu'aussitôt que j'aurais 1 million de dollars de vente en un an, je rendrais l'appareil, en enseignant aux gens comment gagner de l'argent. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et je ne savais pas comment le faire. Alors, je suis allé sur Facebook et j'ai posté là-bas. Puis, j'ai été attaqué sur Facebook disant que toutes mes informations étaient fausses. Et je suis comme, je regarde autour de moi. C'est pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, vous savez, on m'a tellement demandé comment vous avez toutes ces entreprises et comment vous parvenez à gérer tout cela tout en répondant aux commentaires et en répondant, vous savez, à ma plateforme scolaire et vous savez, en contactant les gens et en faisant des sessions individuelles et des choses comme ça. Comment avez-vous autant de temps? Et en réalité, cela se résume à l'automatisation. Et je veux dire, maintenant, dans un monde où tout est automatisé, je veux enseigner cela ensuite. Donc, comment vous déléguez, vous savez, vos entreprises, comment vous embauchez des gens et ensuite comment vous automatisez tout et rendez tout simplement plus facile pour vous-même et juste pour votre entreprise. Parce qu'une fois que votre entreprise est en pilote automatique, tant que vous l'avez configuré correctement, vous pouvez gagner une quantité incroyable d'argent sans avoir besoin d'être continuellement coincé dans un environnement de bureau, comme juste coincé devant votre ordinateur sans arrêt, vous savez. C'est un excellent point, mec. Comme, j'oublie, vous savez, comme je vis juste ma vie tous les jours et je suis comme mon cerveau est généralement occupé par ce que je veux faire que je n'ai pas fait. Mais j'oublie que ce que vous venez de dire est tellement vrai pour mon entreprise aussi parce que, comme moi, je suis un homme orchestre. Comme je réponds à tous les emails, je ne réponds pas à tous les commentaires, mais j'essaie. C'est difficile d'être à 1 million d'endroits à la fois, mais c'est comme ce que tu as dit, c'est complètement vrai pour mon entreprise. Dès que j'ai commencé à prendre au sérieux la mise en œuvre de l'automatisation, c'est là que je pense que ça a vraiment décollé et a permis à ma chaîne YouTube de décoller parce que ça m'a libéré tellement de temps pour m'y consacrer et le faire à un niveau supérieur. Parfois, si je suis en appel privé, je vais juste incliner ma caméra et montrer. Mais j'ai un bureau debout ici et il y a 3 ordinateurs portables dessus. Et devine quoi? Ils automatisent des entreprises d'impression à la demande pour moi tout au long de la journée. Tu vois ce que je veux dire? C'était quelque chose dont je ne parle pas vraiment, mais bon, c'est vrai et j'en tire les bénéfices. Tu sais, avant, j'allais au travail, je me connectais à distance à mon ordinateur à la maison et j'utilisais ça comme, tu sais, différentes applications pour différents usages, mais je faisais Amazon KDP la nuit. Je me connectais à distance et je gérais, tu sais, d'autres entreprises du travail à la maison pendant la journée. Tu sais, Et le truc drôle, c'est que tu viens de dire, tu sais, VPN. Et je l'ai dit une fois dans ma communauté et ils étaient comme, de quoi parles-tu? Parce qu'ils ont dit qu'avec Etsy, tout tourne autour de ton IP. Si ton IP est différente et que quelqu'un était sur cette IP, tu peux être expulsé parce que quelqu'un d'autre utilisait cette IP qui a été expulsée et ils disent, eh bien, comment évites-tu cela? J'ai dit, ah, ben, je me connecte à distance à mon ordinateur. J'ai un ordinateur à la maison qui est configuré pour, tu sais, des fins de connexion à distance quand je voyage. Et ils sont comme quoi? Je suis comme, oh, eh bien, personne d'autre ne fait ça. Donc, c'est quelque chose que je veux enseigner. Tu sais, tout comme toi, tu fais la même chose. Donc, c'est drôle que tu aies dit ça. ouais, c'est fou, mec. Parce que, tu sais, je veux avoir, je t'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, c'est comme si j'avais enregistré 3 cours différents pour 3. Ce que je pensais être des sources de revenus complémentaires. Et je me suis probablement tiré une balle dans le pied parce que les gens ne veulent pas faire de l'impression à la demande et Amazon FBA. Ou peut-être qu'ils pensent qu'ils le veulent, mais pas. Soyons réalistes, c'est beaucoup de travail pour les deux. Tu veux probablement juste être meilleur dans l'un et ne pas faire l'autre. Et c'est comme, ah, je pense que je peux